Bonsoir. À peine sorti de prison, Alain Lobognon prend son bâton de pèlerin pour la réconciliation. L'ex-ministre se propose de faire la médiation entre le président Ouattara et Guillaume Soro. On en parle dans quelques instants. Le samedi 26 juin dernier a été marqué par la journée mondiale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Pour en parler, pour parler de ce fléau et de la sensibilisation des jeunes sur ses conséquences néfastes, nous serons ce soir en compagnie du professeur Kouma Yao Ronsard Odonkor. Il est secrétaire général du CILAD. C'est le comité interministériel de lutte antidrogue. Ici, vous le savez, on débat, on analyse, on décrypte l'information comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre Live Talk. Oyez, oyez, c'est lundi, c'est une nouvelle semaine, nous sommes en forme. Bonsoir, monsieur Kouachi. Bonsoir. Très en forme. Madame Bleu. Bonsoir, Brice. Bonsoir. Vous allez bien? Rana Assi. Bonsoir. Trois bonsoirs différents, mais tout aussi cool, tout aussi chic, tout aussi bon. Histoire de partager, d'exprimer toute la diversité qu'on retrouve sur ce plateau. Diversité dans les pensées, dans les propos, dans les expressions, Exactement. dans les idéologies, Exactement. dans les positions. Tu es très inspiré, Brice. Oh, c'est un lundi. Vraiment. Je peux dire que le week-end, il a été top. Il a été célébré Il était célébré. avec un an. On ne dit pas les 1 an. Parce que On c'est ce dit que le j'ai dit, un de mes amis qui ne m'a jamais appelé, qui ne m'a jamais écrit, lorsque j'ai dit, oui, pour les 1 an, il a dit mon message, monsieur, on dit l'an 1. Merci, monsieur, le message est passé. On a découvert les talents d'acteurs de certaines personnes De ici. certaines personnes sur le plateau. Oh, chapeau. Donc, Ouais, c'est un peu dommage que vous l'ayez découvert en retard parce que ça fait quand même un bon petit moment qu'on a une vie d'acteur. Et effectivement, sur ce plateau-là, on a une autre vie de journaliste, de chroniqueur, mais ça fait Ah, il se toujours sent quand même plus, il se plaisir sent plus, il se que... sent fait du plus. bien il se sent s'exprimer. plus. À qui décernez-vous le prochain Oscar, monsieur? Je pensais qu'on me le décernait à moi, pourquoi vous voulez que je décerne à Non, non, mais quelqu'un c'est d'autre? quand vous nous recevez, vous faites une petite déclaration. Bon, notre petite fourmi, elle a une petite information et elle est là. elle est là. On s'est cru dans un dessin animé. Ou dans une émission Alors- que vous connaissez. Alors, on a beaucoup parlé sur ce plateau justement de toutes les mesures qui ont été prises pour pallier au fléau des accidents routiers, pour revoir tout ce qui concerne la circulation, parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes. On a même reçu le ministre des Transports, donc Exactement. Amadou Koné, qui nous parlait justement des nouvelles mesures. Eh bien, nous, on a fait notre constat sur le terrain. En 6 mois, c'est plus de 103 permis qui ont été retirés. En 6 mois, 103 permis En qui ont été 6 retirés. mois, et donc en 3 ans depuis 2018, ça va être 915 permis qui ont été retirés. En tout cas, ce premier semestre a marqué vraiment un gros coup de pression parce que sur les 119 dossiers qui ont été traités, il y a quand même 16 dossiers qui ont fait l'objet de sanctions, donc 10 ans d'emprisonnement ferme pour les détenteurs. En tout cas, on peut dire que le travail, là, il est abattu sur le En terrain. tout cas, le ministre des Transports, lorsqu'on le recevait ici lors d'entretien, disait qu'il entend mettre un point d'honneur à ce qu'aujourd'hui, les comportements d'incivisme, les attitudes qui causent la mort, la disparition sur les routes de Côte d'Ivoire cessent. Et je pense que c'est C'est ce qui est en train d'être fait. Ouais. En tout cas, certains seraient sceptiques encore sur ces résultats Parce parce que qu'on estime que les c'est chiffres sont pas pas suffisants quand même, avec Oui, tout ce qu'on on voit estime sur que les c'est pas routes. suffisant. Mais quand même, il faut rappeler qu'on vient d'un contexte. Il faut rappeler qu'il y avait peut-être parfois un peu de légèreté sur la route. Donc, si ça permet au moins de sensibiliser les chauffeurs, les conducteurs et tout ça. Puis je dis, c'est un processus, déjà comme on dit. un bon Il y a pas. eu, il y a le retrait des permis, il y a aussi au niveau des permis de conduire le remplacement donc, des moniteurs par les gendarmes. Oui. De plus en plus, il y a la digitalisation avec les vidéos Verbalisation. qui sont en train de s'installer. Il y a beaucoup de réformes Il y a beaucoup de réformes, qui sont en cours et on parlait tout à l'heure dans les coulisses d'une nouvelle loi donc, qui existe. Exactement. Il y a une loi qui existe et qui donne Dans sa version l'autorisation. nouvelle. Voilà. Et qui donne l'autorisation au tribunal de prononcer donc l'annulation du permis de conduire pour toute personne qui est complice d'un homicide ou de blessure involontaire ou auteur voilà, de blessure involontaire dans l'usage de son véhicule. Donc c'est une ancienne loi qui a été on va dire, mise à jour, donc qui datait de 1963. Donc il fallait quand même qu'elle soit dépoussiérée et qui condamne en tout cas ces infractions. On a 2 cas. Vous êtes condamné la première fois. Oui. Votre permis il est retiré pour une période de 2 à 5 ans. À 5 ans. Et si, au bout de cette période, on juge que vous êtes capable de reprendre, vous pouvez faire la demande d'un nouveau permis. Et là, vous serez obligé de passer par un test psychotechnique et un test médical. Wow. Voir si Exactement. tout va bien dans votre tête et dans vos mains. Exactement. Et si malgré ça, vous êtes encore impliqué dans un accident
qui implique un homicide ou des blessures sûr. involontaires, cette fois-ci, on vous retire définitivement votre permis de conduire. En tout cas, c'est une petite info qui mérite d'être suivie. Donc, on va suivre le dossier et puis Très ça bien. fera peut-être Tu vois, je l'objet trouve d'un qu'on aura l'occasion info. même d'en faire une émission, au cours d'une émission, d'avoir plus de temps pour parler de toutes ces mesures-là qui sont vraiment mises en place pour pouvoir... En tout cas, l'idée était vraiment d'informer que des actions sont menées sur le terrain. On a des résultats et puis on et pense que que surtout, petit à petit... il existe en Côte d'Ivoire la possibilité de se voir son permis de conduire Oui, bien retiré. Parce qu'il oui, existe bien une sûr. commission de retrait des permis. Merci. de Voilà. suspension et de retrait. Voilà, suspension et retrait. Merci, ma petite famille. De rien. Merci. Bon, on va démarrer avec notre tour traditionnel de l'actualité. C'est dans notre Life Actu. On parle de réconciliation. Eh bien, après 549 jours de détention, eh bien, le ministre Alain Lobognon a retrouvé la liberté au terme d'un procès. Donc, il a décidé à sa sortie de prison de prendre son bâton de pèlerin pour travailler pour la réconciliation. Initiative à saluer. Oui, à saluer. Et je pense que pendant cette période de détention, il a eu le temps de réfléchir un peu à tout ce qui s'est passé, à ce qu'il implique en tout cas pour l'avenir, qu'est-ce qu'il compte faire pour l'avenir et dans son implication par rapport à la réconciliation nationale. Donc je pense que ce bâton de pèlerin, il a décidé de le prendre et on l'a vu dans la déclaration qu'il a faite, des déclarations qu'il a faites sur les réseaux sociaux et où donc il a indiqué qu'il était démissionnaire du GPS, donc le groupement des peuples solidaires. Et ensuite, il s'est positionné comme un médiateur entre Soro Guillaume et le président Alassane Ouattara pour que les deux puissent revenir à la table des discussions et se réconcilier. Est-ce que ça va porter ses fruits? La question est posée. En tout cas, il s'est Déjà, donné une mission. Déjà, comment ça a été perçu donc, par l'un des concernés, donc Guillaume Soro, qui a réagi, eh bien, qui, au final, dit s'inscrire, rester inscrit dans la démarche, dans la logique de la réconciliation. Il ne désavoue pas le communiqué d'Alain Lobognon, même si le porte-parole, en tout cas le responsable de la communication, Touré Moussa, a bien indiqué que cette déclaration a été faite à l'insu de M. Sorogon parce qu'il a découvert sur les réseaux sociaux et que c'est juste après qu'il a reçu un coup de fil d'Alain Lobognon qui l'invitait à aller sur la table des négociations, en tout cas la réconciliation. Mais il est ouvert, voilà. Même si quand même il dit continuer son combat pour ce qu'il a appelé lutter contre la provocation judiciaire, donc c'est ce qu'il a marqué dans le communiqué, la provocation judiciaire à laquelle il a été donné d'assister. Quand il parle de provocation judiciaire, je pense qu'il fait référence aux différentes condamnations dont lui et ses acolytes ont été victimes. Très bien. Oui. En tout cas, moi je suis sûr que dans la démarche, quand on a envie d'être un médiateur et dans la réconciliation, dans la facilitation, on prend déjà l'initiative. Parce que si vous commencez à dire, Monsieur Serge Kouachi, est-ce que je peux vous réconcilier avec Rihanna Assi? Vous dites non, je décide. Il a pris l'initiative et il a informé l'une des parties. Donc je pense qu'il va informer l'autre partie et surtout mener des actions. Comme vous l'avez dit, il a eu le temps certainement de réfléchir, de schématiser sa démarche. Et puis, en tout cas, tout ce qui participe à la réconciliation des fils et des filles de ce pays-là n'est qu'à saluer. Et je pense qu'on va dire bon courage au ministre Alain Lobognon. En tout cas, bon courage parce que du camp du GPS, on le considère un peu comme un lâche et c'est tout à fait normal parce qu'après cette période de détention, on s'attendait qu'il s'endurcisse, peut-être qu'il endurcisse son ton, mais finalement c'est autre chose qui nous est donné auquel il nous est donné d'assister en ce moment. Mais est-ce que c'est le moment d'endurcir son ton? Je ne pense non, je pas. parle de son camp. Donc après, c'est pas ce à quoi il s'attendait. Voilà, d'une partie de son camp, voilà. Effectivement, qui ont estimé que ce revirement ou ce changement, en tout cas cette nouvelle attitude, on va dire ça comme ça, ne s'inscrivait pas dans ce à quoi quand on regarde la plupart des autres accusés qui ont eu pour peine environ 20 ans de prison, à Foussiata Pombalamine, Souletou, on pourrait se dire que finalement il les a lâchés pour choisir le camp de ce qu'il appelle la réconciliation. Très bien. Votre silence en dit long, M. Kouachi. Vous regardez tout ça avec beaucoup de distance ou vous pensez que le temps nous permettra de voir un peu plus clair dans les démarches, dans les intentions des uns et des autres? C'est exactement ça. Très bien.
C'est exactement ça. Je pense qu'il n'y a que le temps. De toute façon, l'histoire nous enseigne dans ce pays-là qu'il ne faut pas tout de suite réagir, on va dire, à chaud sur ce genre de déclaration. Monsieur, l'ancien ministre, vient de sortir de prison. 549 jours de détention, c'est 18 mois quand même, ce n'est pas rien. Alors, de toute façon, comme Edith le disait, quand on va en prison, soit on en ressort endurci, soit on en ressort totalement changé, redressé, selon ce que la société veut que nous soyons, celle qui nous envoie d'ailleurs en En tout cas, prison. on ne ressort pas comme on rentre. Exactement, on ne doit pas sortir comme on rentre. Donc du coup, d'un côté, vous pouvez vous faire des ennemis, peut-être parce que vous changez de position. D'un autre côté, vous êtes mieux ou bien intégré, voire bien accueilli. À un moment, il faut se demander que veut le peuple. Voilà. On se souvient bien de cette déclaration de Charles Bégoudé qui, justement, après un temps passé en prison aussi, qui dit que le temps du face-à-face est passé. Il faut plutôt regarder le temps du côte-à-côte, et ne plus dans le temps du côte-à-côte. Bien sûr, Donc, bien sûr. forcément. Après, vous vous dites à quoi bon camper des positions guerrières quand on peut aller aujourd'hui à l'essentiel qui est pour moi et comme pour le ministre Lobognon dans ce qu'il a pondu comme déclaration, la réconciliation. C'est exactement ça. C'est exactement ce à quoi tous les Ivoiriens doivent aspirer aujourd'hui. C'est l'espoir qu'on a avec le retour du président Laurent Gbagbo, l'ancien président Laurent Gbagbo. Donc on attend tous que Guillaume Soro également et le président Ouattara soient dans cette même logique-là pour qu'on puisse tous observer ce ténor de réconciliation et C'est ça. qu'on ne soit pas dans des positions trempées, qu'elles soient guerrières, qu'elles soient judiciaires. Je pense que les Ivoiriens en ont tout besoin. Et après, c'est encore une volonté, mais j'espère que ça se manifestera quand même par des actions concrètes et qui aboutissent vraiment à un processus de réconciliation comme il le signifie, parce qu'on entend souvent parler de volonté de réconciliation, de vouloir mener des actions pour rassembler et tout ça, mais parfois les résultats ne sont pas ceux qu'on attend ou ceux qui sont dits. En tout cas, quand on a vu où toutes ces belligérances nous ont menés depuis ces 20 dernières années, je pense que les différents acteurs, en tout cas la plupart des différents acteurs ont compris qu'il fallait passer à autre chose et surtout mettre la réconciliation nationale au devant de toutes nos priorités. Donc c'est certainement, et on l'espère, le cas de M. Alain Lobognon. On verra ce que les prochains mois nous diront. Bah, En fait, c'est ça, prochain mois. il faut le matérialiser par des actions concrètes. Bah oui, vous dites prochain mois. Non, son porte-parole même dit que c'est dans ce cadre que dès les prochaines, la semaine prochaine, donc là, dans les prochains jours, là, C'est très bien, c'est très eh bien. bien, il entend engager donc résolument, Je pense qu'au nom s'engager de- à faire baisser donc les tensions. Au nom de la réconciliation, je pense que le politique a pris le dessus même sur la justice, par moment, et on l'a constaté. On a entendu, on a vu des déclarations de justice qui ont été complètement, pratiquement annulées, Oui, Gracier. graciées justement parce qu'on décide de mettre le politique au devant, donc l'intérêt général et la réconciliation. Donc c'est des choses qui peuvent encore se faire. Et c'est des choses qu'on attend, surtout. en Il ce qui suffit que concerne- chacune des parties, en tout cas la partie concernée, fasse preuve d'humilité peut-être. Que les deux parties Que les deux parties, voilà, fassent preuve Humilité d'humilité. ou pas, qu'on ait de l'ego ou pas, il faut juste qu'on ait la fibre patriotique, celle qui vous dit attention, je suis là aujourd'hui, c'est pour représenter un certain peuple et ce peuple souffre peut-être de mes actions, donc il faut que je pense à lui. C'est tout ce qu'on leur demande en fait, qu'ils soient humbles ou pas, peu importe, mais on leur demande juste de penser à nous. Maintenant, la question peut-être à se poser pour le côté politique, parce que bon, tout ça c'est le jeu politique, et c'est un peu ce qu'on appelle aussi en football le mercato. Est-ce que ce changement de position et cette démission d'Alain Lobognon du GPS ne va pas peut-être le mener dans les prochains mois ou prochains jours, peut-être à une déclaration annonçant qu'il fait partie qu'il rejoint le RHDP? La question est posée. C'est peut-être un peu trop tôt pour se prononcer. Je pense qu'on va rester. Non, la question est Non, mais posée on tout commence simplement. à s'habituer, On commence à s'habituer. C'est le jeu politique en Côte d'Ivoire. Scénarisation de Madame Bleu, il y a des moments. Moi, je suis quand même du genre à elle faire part vraiment confiance, dans le- donc Un peu j'espère comme vraiment Paul que Le ça Poupe. mène. Enfin, après, si c'est à l'issue de vrais résultats qui ont été constatés, qu'on a vraiment cette forme de réconciliation et de rassemblement, après, il a le droit d'appartenir. Non, mais bon, au je veux dire, parti, il a fait 17 mois de prison, qu'il 18 mois de souhaite, prison. Il a eu le temps de réfléchir, mais il a forcément eu des échanges, des discussions, des tractations. On ne sait pas, mais on verra bien, parce que la politique en Côte d'Ivoire, c'est comme une telenovelas. Tout change à tout moment. Il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire. Très bien. En tout cas, merci Madame Bleu. Comme je l'ai dit, on commence à vraiment découvrir vos talents de scénariste. On marque une courte pause, on se retrouve juste derrière pour la suite. Et justement, l'invité, c'est le professeur Kouma. Il est avec nous sur ce plateau. Il est professeur de biologie et d'andragogie.
Après, vous aurez l'occasion de m'en parler un tout petit peu. Vous êtes secrétaire général du comité interministériel de lutte antidrogue. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, la gendarmerie de Côte d'Ivoire, à l'occasion de la 34e journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues, le 26 juin dernier, a incinéré environ 14 tonnes de drogue et de médicaments prohibés saisis au cours de la période juillet 2020 à juin 2021. Alors, justement, la question pour la suite, c'est aujourd'hui, quelle observation, quel état des lieux on peut faire aujourd'hui de la situation de la drogue en Côte d'Ivoire? Est-ce que nous sommes un pays fortement touché par la question de la drogue ou nous sommes une véritable plateforme, un véritable carrefour? Comment situe la Côte d'Ivoire par rapport à cette question? Est-ce que la Côte d'Ivoire devient un narco-État? Merci beaucoup. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas un narco-État. Ça, je réponds tout de suite, je rebondis dessus pour répondre à cette question parce que la définition d'un narco-État, c'est un peu plus calamiteux que ça, que la situation que nous vivons en ce moment. Et la situation que nous vivons n'est pas singulière, n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Tous les pays de la sous-région vivent pratiquement la même chose. L'Afrique de l'Ouest, si vous allez sur Internet, que vous tapez par rapport à l'OICS, à l'ONUDC, vous allez voir que la circulation de la drogue dans la sous-région est valable dans pratiquement tous les pays. Parce que vous vous souvenez des aires cocaïne au Mali. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, comme vous le dites, avec la journée de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues, la gendarmerie nationale a détruit 14 tonnes de médicaments, de drogues, de MKIF, c'est-à-dire médicaments de qualité inférieure, et de toutes sortes de drogues. Pour dire que, mais avant cela, la police des drogues et des stupéfiants, son tour, avait détruit aussi des drogues. La douane a aussi détruit des drogues. Ça veut dire qu'il y a une circulation des drogues. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Est-ce qu'on doit avoir peur? Oui et non. Quand je dis oui et non, oui parce que aujourd'hui ça touche pratiquement tout le monde, mais ce n'est pas nouveau. Parce que dans mes recherches, j'ai découvert qu'en 1973, l'Assemblée nationale avait légiféré déjà sur le problème des drogues. Et je peux même partager le document avec vous après, si vous le voulez, parce que je l'ai sur mon portable. Alors en 2020... Et pour vous dire que en même temps, oui, en 2020, allez-y, s'il vous plaît. Si vous me permettez, en 2020, donc, plus de 200 élèves ont été interpellés donc, dans des écoles et dans des fumoirs, selon la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Oui. Et d'après cette même direction, de janvier 2019 à mars 2019, 334 élèves ont été aussi interpellés. Quelle est la situation? Quelle est l'ampleur de ce phénomène au sein de nos établissements scolaires? Merci. Vous profiterez de la fin de la réponse de la première question et vous répondrez. Voilà. C'est pour vous dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a les vendeurs de drogue ont mis des stratagèmes en place pour recruter dans nos écoles. À l'instar des cigarettiers. Parce que vous savez qu'on enferme plus facilement un jeune parce que le cerveau, la formation du cerveau ne se termine qu'à 21 ans. Mais avant cela, tout le système neuronal se met en place. Et avec la mise en place du système neuronal, il est plus facile de consommer des substances qui vont s'intégrer dans notre cerveau, qui vont s'adapter à nous et qui nous maintiennent à long terme dans le milieu. Et c'est un style, ils ont étudié le phénomène, ils l'ont vu, et par rapport à la vente, donc c'est un marketing qu'ils font. Donc ils prennent leurs marketeurs, sont dans les écoles, pour recruter dans les écoles. Et on identifie très bien les enfants qui vont à l'école avec 10 000 francs par jour, 5 000 francs par jour. C'est ceux-là qui font l'objet. C'est ceux-là qui sont les dealers? Ah non, ce n'est pas eux. Oui. C'est eux que leurs amis recrutent parce que c'est eux qui peuvent acheter plus facilement avec eux. Non, je veux dire que les dealers sont également des élèves. Donc oui, les dealers sont des élèves. C'est-à-dire le dealer qui est dehors prend en compte un élève à l'école, à qui il donne de l'argent, en fait, c'est tout un circuit qui se met en place. Voilà, c'est tout un système qui se met en place. Ce n'est pas le dealer lui-même qui vient. Peut-être il viendra jeter ça derrière la clôture de l'école. Ou un enfant qui est habillé en kaki, qui a sa sacoche, qui est dans l'école, qui doute de lui. Il vient avec ses amis, on partage le pain ensemble, ce qu'ils appellent les fals piégés. Les fals piégés. Les fals piégés. C'est piégé parce que la drogue va vous piéger, voilà, et après, vous allez passer par différents stades. Vous consommez, vous allez devenir accro, vous allez devenir addict au finish. Eux, c'est leur souhait pour pouvoir continuer à acheter la drogue avec eux. Et quand vous arrêtez, vous avez des difficultés, mais comme ils se parlent entre eux, la dernière fois, tu as consommé le pain, tu as fait ceci, oui. Ah oui, reprends, puis tu vas voir.
Au départ, on te donne gratuitement, hein, tu ne payes pas. Et puis après, tu commences à payer. Et comme les parents ne te donnent que peut-être 5 000 ou 10 000 pour venir à l'école, pour ton taxi, à une certaine période, tu ne peux plus. Parce que Tu vas vendre donc tes sous-vêtements, tu vas vendre tes chaussures, Et comment tu les vas vendre tes établissements livres. scolaires arrivent à lutter contre ça? Quelles sont les stratégies qu'ils mettent en place? Oui, les stratégies qu'ils mettent en place avec les éducateurs, mais il faut reconnaître que nous, parents, qu'est-ce que nous faisons? Parce que tout commence à la maison. Nous sommes dans le déni, parce que le plus souvent, nous ne cherchons pas à comprendre quelle est l'attitude de notre enfant. Un enfant qui est tout gai, puis tout d'un coup, il devient très calme. Un enfant qui est très calme, et puis tout d'un coup, il devient menaçant dans la maison. Quelles sont les dispositions que nous prenons? Ce n'est pas dans la prévention. Je veux dire, est-ce qu'on peut dire que c'est la responsabilité du parent au niveau de la s'il vous plaît. prévention? Toute prévention commence en famille avant d'être dehors. Mais une fois que le jeune homme est à l'école, comment Une est-ce fois qu'il est à l'école, qu'on maintient ça? oui, mais C'est la une fois responsabilité de l'établissement Ah scolaire non, de ça, s'assurer son éducation. je regrette. également. On donne l'instruction et non l'éducation. À l'école. C'est l'instruction qu'on donne. L'éducation est d'abord familiale, parentale, avant d'être dehors. Le style de vie que nous avons, je suis bon, pas parce que j'ai fait l'école ivoirienne, pas parce que j'ai fait des universités, que je vais adopter la culture BT. Ou la culture, ouais. Mais je pense que ce que Mais Ryan non, a je voulu viens. dire, en Oui. fait, c'est que oui, on donne l'instruction à l'école et on n'éduque pas à l'école, c'est nous les parents qui devons le faire. Oui. Mais derrière, l'école également est un établissement où on est censé protéger nos enfants des braquages, de tout ce qui pourrait les menacer. En De fait. toute influence Mais oui, extérieure. je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, mais pour Je ça, suis moi, tout à s'il fait faut d'accord nous aider à avec vous. avoir un Voilà élément de pourquoi réponse, j'ai- pour ça, peut-être au niveau des écoles. Moi, Au pour niveau avoir des- mené une petite enquête, j'ai réalisé, j'ai compris qu'il y a des tests antidrogue qui sont menés Dans les écoles. 10% des écoles Aujourd'hui- avant l'inscription des enfants. Oui, on signe aujourd'hui des engagements pour dire je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Les éducateurs aussi sont là pour pouvoir accompagner les enfants. Nous avons des infirmeries dans les écoles où il y a des médecins il y a même des avec fouilles la systématiques. démos. À présent, Oui, il y a des fouilles il y a des systématiques clubs, il y a des clubs systématiques dans lesquels il faut appartenir à ces clubs dirigés par la démos, par la DVS, la direction de la vie scolaire, pour que les enfants puissent avoir de bonnes attitudes. Mais le plus souvent, comme je l'ai dit, lorsque l'enfant il vient à l'école, c'est dans un agrégat d'enfants. Il y en a qui ont réussi On à les passer entre accompagne, mailles. mais les gens passent entre les mailles. Mais la finalité, c'est où? Forcé, il va se retrouver à la maison. Nous sommes combien à contrôler Internet à la maison? Nous sommes combien à contrôler le téléphone de nos enfants, à savoir quels sont leurs amis? Quand un enfant sort, ou bien un enfant qui est habituellement tout le temps à la maison, il rentre. 10 minutes après, il sort. 20 minutes, il sort, il vient. Il sort, il vient. Est-ce qu'on se pose souvent la question de savoir qu'est-ce qu'il fait? Très bien. Quand des amis arrivent à la maison, est-ce qu'on cherche à savoir cet ami-là, il est venu pourquoi? Parfois, les enfants nous dominent parce qu'on se dit non, il ne faut pas le frustrer, sa personnalité, ceci, cela, puis après on est surpris. Alors, Ça, c'est la quand on réalité. regarde toutes ces actions qui sont menées justement pour lutter un peu contre ce fléau, on se demande quel serait l'impact de ce fléau sur la société, au niveau économique, au niveau social. Quel est vraiment l'impact de ce fléau? Merci beaucoup. Quelles en seraient les Au niveau conséquences? sociétal, vous êtes d'avis avec moi que quand il y a un usager de drogue dans une famille, parce que l'usager de drogue peut être aussi les parents, ça peut être le papa, Alors, justement, ça peut être la maman, ça Rihanna, peut être les enfants. Vous allez revenir à votre question tout à l'heure, parce que c'est une question qui est très importante à propos de l'impact, et aussi on parlera de ce qui est fait. Par contre, je voulais qu'on revienne un tout petit peu sur les... Là, on s'est attardé tout à l'heure sur la consommation de drogue par les enfants, mais il n'y a pas que les enfants. Aujourd'hui, qui consomme la Ouais. drogue dans ce pays? Qui vend la drogue? Qui consomme la drogue? Quelle est la Ça devrait démographie tabler des un petit tableau, consommateurs? oui. Oui. Les consommateurs de drogue, quand nous avons mené une enquête en milieu scolaire, les résultats de l'enquête sont prêts. Nous ne l'avons pas encore remis au gouvernement. Nous avons été soutenus par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Pourquoi vous ne l'avez pas encore eu? Non, on ne l'a pas remis, on devait le remettre le week-end dernier avec la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Mais là, on parlait de cette étude dans les membres- établissements Oui, ça scolaires. c'était dans Oui. les établissements. Dans les établissements scolaires. Et- Mais avant cela, une étude a été faite en dehors des établissements scolaires qu'on appelle l'évaluation rapide de la situation, qui nous permet d'avoir une cartographie, de savoir à peu près l'âge minimum, dans l'âge auquel nous avons, c'est même pas l'âge minimum, nous avons reçu un malade le moins âgé de 8 ans. Wow. D'accord. 8 ans déjà, qui avait des soucis
avec sa consommation de drogue. D'accord. Donc la drogue se consomme aujourd'hui dans les établissements scolaires, se consomme dans les rues. Dans parce le qu'il y a des transport. enfants, dans le transport, Oui. et même dans l'administration. Est-ce qu'aujourd'hui on a Partout. dit... En fait, il n'y a pas un Partout, il n'y consommateur a type pas de un drogue. consommateur type de drogue. Ok. Très bien. Waouh. Vous les avez dans tous les milieux de la vie, à l'image de la consommation de la cigarette. Et ce n'est pas les adultes aujourd'hui qui consomment plus de drogue que les moins jeunes. Non, 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 tout le monde consomme de la drogue. Comme je le dis, le malade... Quand vous dites tout le monde, c'est pas vraiment tout le monde. Ah non, non, non. Chaque Ah, si, catégorie. même vous-même, vous consommez de la drogue. Ah bon? Ah, quand vous prenez bon, votre tu t'es- bateau. Bon, bah, Quand c'est vous des avez informations qu'on n'avait pas. d'accord. mais, Maintenant, si vous avez il y a envie d'en le parler, Brice, je suis détournement. là. On peut Voilà le confier. pourquoi nous disons la lutte. Vous voyez qu'on dit la police. Non, parce que vous faites bien de préciser cela. Ah, si, je viens. La DPSD, c'est la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Très bien. Les stupéfiants, c'est toutes les drogues interdites. Très bien. Et puis, Que il y a je ne les consomme autres pas. drogues. Non, Ouais, quand vous êtes malade, vous prescrivez du Valium. Mais est-ce que c'est Vous une drogue prenez- interdite? Non, là, ce n'est pas interdit. J'aimerais bien qu'on précise. Ce qui est interdit, Oui. c'est le détournement de l'usage. Ah, Ok. ok. Ou Le l'abus. mésusage. Oui, ou l'abus. puisque la morphine, quand les grands malades, le cancer, les grands brûlés, on utilise la morphine pour calmer la douleur. Mais cette morphine, quand elle est détournée, Elle est contrôlée d'abord. oui, elle est contrôlée. Donc c'est une substance Et il contrôlée. y a un dosage précis. Voilà, il y a un dosage précis. J'ai parlé du tramadol. C'est le cas. Vous avez les 50 mg, les 100 mg qui sont prescrits dans les hôpitaux. Mais quand vous trouvez sur le terrain du tramadol de 500 mg, c'est pour tuer un éléphant. Et pourtant, on voit ça. Donc ça, c'est les médicaments détournés de leur usage professionnel. Ça aussi, c'est une... Parce que la drogue, c'est quoi? C'est toute substance. Lorsque vous la consommez, elle modifie une ou plusieurs de vos fonctions. Voilà pourquoi les Incas, dans les montagnes, pour lutter contre le froid, lutter contre la faim, lutter contre la fatigue, mâchent les feuilles de coca. C'est de la cocaïne. Par exemple, un peu comme les médicaments, certains médicaments contre la toux, Oui. qui sont utilisés parce Voilà. que ça détend, parce que le goût est agréable, mais parce que ça détend également, Mais naturellement qu'on Et- utilise aussi comme drogue. comme drogue. Alors, ce contre quoi vous luttez, ce sont effectivement ces drogues. Ce qui est interdit. Ce qui est Vous interdit. voyez, voilà pourquoi nous disons la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Très bien. Vous luttiez, quand je parlais de vous luttiez, donc je parlais de ce comité-là. Ce comité a été mis en place en fonction de constats. Et aujourd'hui, quelles sont les missions de votre comité? Notre comité est là pour coordonner les actions de toutes les administrations impliquées dans la lutte contre la drogue. La douane, la police. La douane, la police, la gendarmerie, les eaux et forêts, la police maritime, le PNTA, c'est-à-dire la prise en charge. Parce que dans la lutte contre la drogue, il y a deux volets. Il y a la réduction de l'offre, c'est l'application de la loi. La réduction de la demande, c'est la prévention, c'est le traitement, c'est la réinsertion des anciens usagers des drogues. Donc, il y a la mise en place de la politique incombe au CILAD. Les rapports annuels au gouvernement et aux institutions internationales incombent au CILAD. Très bien. J'ai juste envie de savoir, lors des séances de destruction de drogue qu'on a pu observer depuis un bon moment en Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce que lorsqu'il y a des saisies, on ne brûle pas ou on ne détruit pas automatiquement les quantités de drogue et on les stocke pendant des mois, voire des années, avant d'en faire un grand coup d'éclat en annonçant à coup de plusieurs tonnes qu'on a incinéré et détruit des drogues? Il y a toute une procédure de destruction. Ça dit que ce n'est pas parce que l'agent a saisi qu'il va aller détruire ça tout de suite. Et ça passe par... À chaque destruction, il y a la présence d'un procureur qui est là. Et la destruction aussi, plus vous détruisez des grandes quantités, moins ça coûte. Parce que ça coûte. Puisque nous n'avons pas d'incinérateur. Vous avez vu même, on est obligé d'incinérer ça. Oui, d'ailleurs, justement, cette l'air incinération libre. à l'air libre là, Voilà. a posé un petit Oui, problème, c'est beaucoup beaucoup d'interrogations, de- oui. en estimant que ces incinérations se font à l'air libre. Il y a des populations, il y a juste Des des riverains. enfants. Toxique Non, aussi. voilà pourquoi nous le faisons quand même un peu loin des domiciles. Et c'est On se toujours met à dans l'air des libre. bas-fonds. On se met dans des bas-fonds, très loin. Et des puis avec cette habitations, pour quantité-là, ne est-ce pas que ça justement ne traverse pas quand même Pour quelle raison la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a pas d'incinérateur, monsieur professeur Ça, je ne saurais vous répondre. Vous en avez manifesté le besoin? Ah oui.
Les Nous moyens sont là. manifestons à chaque fois. Les moyens sont là. Non, nous n'avons pas. Non, si on me donne les moyens, on l'achètera, mais ce n'est pas nous. Je pense que vous avez été entendu. Oui. Je voudrais revenir sur le trafic. Vous Oui. avez parlé de trafic. Oui. Vous avez également parlé de réduire la demande et de réduire l'offre. L'offre, oui. Alors, par quels moyens passe cette drogue pour arriver jusqu'en Côte d'Ivoire? Quel est le circuit de distribution? Et est-ce que même sur place, donc en Côte d'Ivoire, il y a des cellules dans lesquelles on fabrique ces drogues? Et quelles sont les drogues qui sont conçues, fabriquées? Quel est le circuit de distribution? Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier. Si on avait tous les circuits en tête, on aurait déjà tout démantelé. Ça, c'est la première réponse que je voudrais donner. Certains Mais disent... je viens. D'accord, parce que certains disent qu'il y a des circuits qui sont là, qui sont connus, qui ne sont pas démantelés. Bon, après, voilà. Bon, là, maintenant, ça, c'est vous qui le dites. Très bien. C'est à vous de me donner cette information pour que moi, je donne aux opérateurs. Très bien. Parce que moi, je ne suis pas... le SILAD n'est pas une structure opérationnelle, mais nous travaillons avec les structures opérationnelles. Si on a des informations, on les donne aux structures opérationnelles. Mais la drogue, la cocaïne, par exemple, est produite, elle n'est pas produite chez nous. Okay. Elle est produite dans les pays d'Amérique latine. L'héroïne est produite en Asie. Et le cannabis, par contre, c'est cultivé chez nous. Le cannabis pousse partout. Peut-être même il y a derrière ici, si on regarde, le cannabis il pousse partout. Non, et puis maintenant, il y a les MKIF. Il n'y en a pas ici. Il y a les médicaments. Bon, il n'y en a pas. Bon, merci. Et il y a tout ce qu'il y a comme les médicaments soient prohibés ou alors détournés de leur usage, qui partent aussi d'Asie du Sud-Est, pour venir envahir nos pays. N'empêche qu'il y a des laboratoires clandestins et des laboratoires ont été détruits déjà par l'UTC, qui est l'unité de lutte contre la criminalité transnationale. Des laboratoires, des fumoirs. Oui, non, non, les laboratoires d'abord. Les laboratoires ont été détruits, aussi bien par la police que par la gendarmerie nationale. Et puis, comme vous le dites, les fumoirs aussi. Mais les fumoirs, ce qu'il faut retenir, il faut connaître d'abord la définition du fumoir. Le fumoir, il peut être ouvert, il peut être semi-clos, il peut être clos. Le fumoir ouvert, c'est à l'instar des grains que nous connaissons un peu partout. On l'appelle fumoir parce qu'on se retrouve ensemble avec un matériel qui sied à notre culture de consommateurs que nous utilisons. Et quand on dit qu'on a détruit le fumoir, c'est qu'on a récupéré tout ce qui est matériel. Quand vous prenez les consommateurs de chicha, si on prend le matériel de chicha pour partir avec, et là encore c'est un autre danger, parce qu'à travers ce matériel-là, il met non seulement de l'alcool, mais aussi des drogues. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Et donc, pour vous dire que quand ça arrive dans nos pays, naturellement, nos côtes, nous avons combien de kilomètres de côtes? Plus de 500, 600 à 700 kilomètres de côtes. Nous n'avons pas de policiers à chaque mètre sur la côte. Et il y a aussi des complicités au sein de nos populations. La preuve, il y a eu parfois des saisies de matériel où ce sont les villageois qui ont pris maille, qui ont eu maille à partir avec soit la police ou la gendarmerie nationale. Parce que ces villageois étaient complices. Ils sont complices. Mais et quand on est complice, c'est compliqué. Vous vous battez avec un serpent à plusieurs têtes. En fait. Oui, c'est l'hydre. Oui. Quand vous coupez là, il repousse par là parce que tout le monde, beaucoup de personnes sont dedans. On n'aide pas forcément la police. Voilà pourquoi à l'université, le samedi et le vendredi, nous avons une table ronde sur la collaboration entre les populations et les services d'application de la loi. Aujourd'hui, combien représente... Est-ce qu'on peut évaluer aujourd'hui ce que représente l'argent de la drogue en Côte d'Ivoire? Le trafic, vous avez peut-être mené une étude là-dessus? Oui, il y a une étude qui a été faite. Elle est importante, mais sincèrement, je ne pourrais pas vous dire le montant parce qu'on a eu une conférence dessus sur l'économie souterraine de la drogue. Il y a eu un panel dessus à l'université le vendredi. Très bien. Pour savoir, mais il y a beaucoup d'argent qui circule et qui peut plomber l'économie d'un État. Pour vous donner une idée, lors de la dernière saisie, je pense, de la gendarmerie, de la gendarmerie nationale, c'est ça, c'était la cocaïne. une tonne 56 de cocaïne qui représentait 25 milliards de francs CFA. Par contre, cette tonne de cocaïne était pure. Donc une fois coupée, ça pourrait représenter beaucoup plus. Beaucoup plus que ce qui est estimé. Et justement, vous parlez justement de cette conséquence qui peut être fatale, économiquement parlant. Quelles autres conséquences est-ce qu'on peut avoir pour revenir à la question la conséquence sécuritaire. Oui. Parce que tout ce qui, après la vente des armes dans le monde, c'est la vente des drogues qui vient. C'est associé souvent à un donc c'est associé au terrorisme. Ouais. D'où Air Cocaïne, qui a atterri où? Dans le désert, au nord de Tombouctou.
Cette drogue est passée où? Personne ne sait. Et ça alimente donc le réseau des criminels qui récupèrent de l'argent, qui en donnent aussi à leurs combattants, et c'est cet argent qui permet de combattre. Donc sécuritaire, on a parlé de politique, on a vu comment certains pays de la sous-région ouest africaine sont complètement déstructurés à cause de la drogue, du trafic de drogue. Parce que je ne peux pas citer le nom d'un pays ici, mais on le sait. Au niveau du point de vue social, quand on prend l'usager des drogues, mais quand il y a un usager de drogue dans une famille, il faut reconnaître que la famille est défigurée. Soit c'est papa qui accuse maman, c'est maman qui accuse papa, c'est les enfants qui ont tous les problèmes. Voilà, à cause des dérives, et on a toutes les situations. Et c'est là, comme nous sommes en fin d'émission, que je reviens à la question de Rihanna Assi aujourd'hui. Qu'est-ce qui est fait pour que nous puissions être dans nos ménages, dans nos foyers, pour nos enfants, pour notre économie, en sécurité face à cette question de drogue? Merci beaucoup. Au niveau de la réduction de l'offre de drogue, tout à l'heure je l'ai dit, nous avons une police spécialisée en matière de lutte contre la drogue. Nous avons une gendarmerie spécialisée en matière de lutte contre la drogue. Les eaux et forêts spécialisées en matière de lutte contre la drogue. Nous avons la police, je l'ai cité, la marine nationale, la police maritime. Et nous avons même des structures interagences, comme vous citez. Interagences parce qu'elles sont constituées de plusieurs unités des forces de défense et de sécurité. Nous avons aussi la CAT, qui est interagence aussi, qui est à l'aéroport, qui est la cellule aéroportuaire anti-trafic. Donc toutes ces structures luttent contre la drogue et nous avons toutes ces structures sont représentées dans toutes les grandes villes du pays pour pouvoir, et sur nos différentes frontières, pour lutter contre l'entrée de la drogue dans notre pays. Maintenant, au niveau de la prévention, la prévention dans nos écoles, la prévention dans le transport, la prévention dans les gares routières est faite par le CILAD et les ONG. Parce que vous avez une multitude d'ONG dans le milieu et nous avons une ONG comme Médecins du Monde qui nous aide à la réduction des risques. Par exemple, avec la Covid, puisque c'était le thème cette année, Covid-19, action mondiale pour une population saine et sans drogue, parce qu'il y a la proximité lorsqu'on est dans le fumoir. Exactement. Et on partage certaines choses. On peut sortir donc avec la maladie. Et comme ce n'est pas écrit sur le front, on va venir le partager. Et la donc il y a une prise en charge, prévention qui est C'est faite. ce que j'allais dire. On viendra à la prise en charge. Donc il y a une prévention qui est faite par les ONG, par le CILAD, par les mairies, par les conseils généraux. Et puis maintenant, nous avons les conseils régionaux, pardon. Et nous avons aussi, au niveau du traitement, il y a des centres dédiés, comme le CRFLD, qui est le Centre régional de formation à la lutte contre la drogue, situé à Bassam, par l'ancienne voie. Dès que vous rentrez à la bifurcation de la voie Baunois, vous avez le centre à votre droite. Très bien. C'est un centre de prise en charge. Vous avez Dr Kofi et Dr Sanogo qui sont là-bas pour prendre en charge. Vous avez un centre aussi à Yamsoko, Saint-Vincent-de-Paul, où intervient le Dr Amadou. Vous avez à Boaké avec le professeur Koua, qui est un professeur de psychiatrie. Vous avez à Abidjan ici, à l'INSP, avec le professeur Yeo. Vous avez à Benjorville avec le docteur Amadou. Donc il y a un maillage territorial. Même à Korogo, à Bandoukou, vous avez des soutiens pour pouvoir prendre en charge les usagers des drogues. Mais parfois, quand on n'est pas concerné, on ne peut pas savoir que ces choses existent. Parce qu'on ne peut même pas le savoir parce que personne ne veut avoir affaire à ces centres. Et c'est donc au niveau de la réinsertion aussi, au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'insertion jeune, il y a un travail qui est fait. Avec, donc même cette journée que nous avons organisée, nous l'avons organisée en partenariat avec la Direction nationale de la jeunesse. C'est noté. Pour que, y a-t-il un numéro vert ou un contact pour les personnes ou peut-être une ONG directement en cas de constat, de situation qu'on veut résoudre rapidement concernant la lutte antidrogue? Vous appelez le 27 20 33 52 77. D'accord. 27 20 33 52 77. C'est le comité interministériel de lutte antidrogue. Passez par nous, on va vous écouter et on saura vous orienter. C'est bien dit. Merci, professeur Kouba. Merci d'avoir été en notre compagnie. Je vous rappelle que vous êtes secrétaire général du CILAD, c'est le comité interministériel de lutte antidrogue. Vous nous faites l'honneur ce soir et l'invité d'être présent sur notre plateau pour parler de la question de la lutte contre la drogue dans notre pays. Et on garde bon espoir qu'on y arrivera. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous offrez à une structure étatique comme la nôtre, qui n'est pas bien connue,
qui peut-être à travers votre télévision, à travers l'information qui passe aussi sur les réseaux sociaux, grâce à vous, les uns et les autres sauront et n'auront pas peur de prendre contact avec nous. N'ayez pas peur, ce n'est pas parce qu'on est usager de drogue qu'on doit aller forcément en prison. Parce qu'un usager de drogue est un malade. C'est démontré scientifiquement que l'usage de la drogue est une maladie, car le circuit de la récompense est occupé par la drogue et la personne qui a des problèmes avec sa consommation de drogue ne pense qu'à la drogue. Et quand il n'a pas sa drogue, il fera tout pour l'obtenir. Et alors faites tout pour que nous aussi, nous puissions tout faire pour le sortir de là et qu'il puisse s'intégrer dans la société. Et aujourd'hui, le centre de méthadone a été lancé à Casa. Au Carrefour, c'est un centre même, j'ai oublié de parler de Casa tout à l'heure, au grand Carrefour de Marcory, oui. Vous avez le centre Casa, et ce centre-là prend en charge les usagers. Dont la méthadone, nous sommes seulement 2 pays en Afrique de l'Ouest à donner la méthadone, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et cette méthadone donne, parce qu'à un temps de demi-vie plus long, et permet donc à l'usager de pouvoir vaquer à ses occupations. Merci, professeur. C'est un vrai bonheur d'être dans notre compagnie. Merci, messieurs, mesdames, mademoiselles. Et vous à la maison, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain sur ce même plateau-là pour un autre numéro du Live Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.